Nous continuons donc avec le petit 3, paragraphe au cours duquel donc, on va tester les requêtes à proprement parler. On va le voir avec SwiProlog en version normale, je dirais, installée, et avec Swish aussi, c'est vraiment très similaire. Donc avec SwiProlog, on va lancer Swi. Voilà. On va récupérer le fichier lien.pl. Donc le fichier lien.pl, alors j'ai rajouté des choses, je les remettrai plus tard, mais pour le moment, c'est pas indiqué. Donc on va utiliser non pas le bloc-notes là comme je viens de le faire, mais plutôt l'éditeur intégré qui est accessible via Edit. Donc lien.pl, c'est un fichier qui va vous être fourni. Et on peut avoir donc organisé nos deux fenêtres comme ça pour avoir le code à droite et l'exécution des requêtes à gauche. Voilà, donc on a bien d'abord les faits, ensuite on a les règles. Alors les règles, je les ai présentées un peu comme ça, on pourrait les présenter en ligne si on le souhaite, peu importe. Alors ça aussi, ça c'est pas une règle, ça c'est quelque chose qu'on va rajouter après. Donc là, la règle couple, la règle ami commun, enfin le prédicat couple, le prédicat ami commun et le prédicat relie. Et en dessous, on a aussi la suite du TP, mais c'est pas l'objet pour le moment. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on va pouvoir taper comme requête pour le moment? D'abord, on va pouvoir taper des requêtes qui vont utiliser uniquement les faits. Donc, par exemple, des requêtes booléennes, c'est-à-dire des requêtes qui renvoient vrai ou faux. Si on écrit par exemple M Colin Chloé, donc ça pose la question, est-ce que on a M Colin Chloé? Est-ce que Colin aime Chloé? Alors, là je tape ma requête, mais en réalité, je n'ai pas encore consulté mon programme. Je n'ai pas encore mis le programme en mémoire. D'où l'erreur qui me dit, ben non, le prédicat M d'arité 2, donc avec deux arguments, il est inconnu, quoi. C'est pour ça qu'il va falloir que j'aille consulter. Alors, avant de consulter, il faut que je fasse bien attention que mon fichier n'a pas été modifié. Là, il est marqué modifié, enfin, a bien été sauvé. Donc, il faut que je sauve avant. Donc, save buffer, voilà. CTRL S aussi, si vous voulez. Et ensuite, vous allez le consulter. Donc, vous consultez lien.pl. Et voilà, ça y est, tout est en vert, donc c'est bon. Donc maintenant, si on réécrit M Colin Chloé, on peut reprendre les requêtes précédentes avec les flèches haut et bas pour aller plus vite sur le clavier. Quand on appuie sur Entrée, ça nous renvoie vrai, tout simplement parce qu'on a texto le fait M Colin Chloé. Donc on vérifie, là c'est vraiment juste de la vérification basique. Est-ce qu'on a exactement ce fait dans la base de faits? Et c'est le cas. On peut aussi avoir des requêtes qui ne soient pas des requêtes booléennes. Par exemple, qui aime Colin? Oui, c'est ça, qui aime Colin? Ou qui est aimé par Colin? Qui est-ce que Colin aime, si on préfère? Donc aime Colin de X. Là, on demande, y a-t-il au moins une valeur telle qu'on peut remplacer X par cette valeur et avoir aime Colin, cette valeur vraie? Et s'il y en a plusieurs, et s'il y en a au moins une, on aimerait bien la connaître, et s'il y en a plusieurs, on aimerait bien aussi les connaître. Donc là, on appuie sur Entrée, et là, on trouve une seule valeur, M, Colin, Chloé. D'accord? Ce qui est normal, parce que ici, on n'a qu'une seule valeur avec Colin en premier argument. On peut aussi faire la même requête avec Ami. Donc on appuie sur Entrée. Ah, là, on n'a pas le point qui apparaît, mais le curseur qui clignote. Derrière la première réponse, ça veut dire que potentiellement, il peut y en avoir d'autres des réponses. Donc, pour accéder aux autres réponses, il suffit d'appuyer sur point virgule. Donc on a aussi Chic, on a aussi Nicolas, et après, ah, ça y est, on revient au curseur en point d'interrogation, donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus de réponse. Alors, il faut bien comprendre que Prolog fonctionne en fait comme les bases de données, c'est-à-dire on respecte l'hypothèse du monde fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on arrive à démontrer, c'est vrai, mais les faits qu'on n'arrive pas à démontrer sont obligatoirement faux.
Alors par exemple, si jamais je tape est-ce que Colin est l'ami de Angel, eh bien, comme je ne trouve pas texto ami Colin Angel dans la liste des faits qui concernent le prédicat ami, donc c'est comme si je n'arrivais pas à démontrer que ami Colin Angel était vrai, donc je considère que c'est faux. Donc ça, c'est l'hypothèse du monde fermé. C'est à mettre en opposition avec l'hypothèse du monde ouvert, qui est en général faite quand on fait du raisonnement ailleurs qu'en prologue ou en base de données, qui dit, cette hypothèse du monde ouvert, dit que ce qu'on ne peut pas montrer, en fait, on ne peut rien dire dessus. C'est-à-dire que si, ici, comme je n'arrive pas à démontrer que j'ai ami Colin Angel, si on respectait l'hypothèse du monde ouvert, eh bien, je pourrais rien dire. Ça serait ni faux, ni vrai, ça serait inconnu, indéfini. Mais en prologue, on ne fonctionne pas comme ça. En prologue, on fonctionne bien quand on n'arrive pas à montrer que quelque chose est vrai, eh bien, c'est qu'il est faux. C'est aussi ce qu'on appelle la négation par défaut. C'est ça, oui, la négation par l'échec aussi. Voilà, donc on a cette hypothèse-là. Alors, revenons au sujet. Alors, voilà, le sujet est là. Donc, voilà, en gros, on a fait tout ce qu'on avait à faire ici. Alors, si on veut, oui, juste un détail, si on a plusieurs solutions ici, comme dans le cas de la requête ami Colin X, et qu'on ne veut pas aller jusqu'à la fin on veut afficher par exemple juste la première réponse, la première solution, alors il suffit d'appuyer à nouveau sur Entrée, et ça arrête. On peut aussi appuyer sur A, et aussi appuyer sur Point. Voilà. Et là, ça arrête le calcul, la recherche des autres solutions. On peut aussi avoir des requêtes avec plusieurs variables. Si par exemple on cherche tous les couples x, y, tels que par exemple x et y, donc m de x, y. Là, dans ce cas de figure-là, on va chercher toutes les valeurs possibles pour x et pour y, telles que x et y. Donc là, ça va vraiment être un passage en revue de tous les faits M, c'est-à-dire qu'on va avoir Isis Nicolas, Chloé Colin, Colin Chloé, Chic Alice, Alice Chic, etc. jusqu'à la fin. On peut le vérifier. Alors, en appuyant sur point virgule, pas sur entrée, point virgule. Voilà, on vérifie bien qu'on a exactement tous les couples qui sont décrits ici. Voilà, donc c'est. Alors, on peut le faire aussi, évidemment. Jusqu'à présent, on a fait des requêtes uniquement avec les prédicats M et ami, qui sont des prédicats particuliers puisqu'ils ne sont pas définis par des règles, mais ils sont définis par des faits. Ils sont définis, comme on dit, par extension et pas par intention, si on peut dire les choses comme ça. Alors que, par exemple, on a le prédicat couple qui, lui, est défini par intention, c'est-à-dire qu'il a une définition sous la forme d'une règle. Et c'est le calcul de cette règle à partir des faits qui va nous donner les faits vrais pour le prédicat couple et puis pour tous les autres prédicats définis comme lui par des règles. Donc par exemple, si maintenant on veut savoir quels sont tous les couples XY, la couple de XY, on appuie, donc on aura Chloé, Colin. Alors, il faut que j'appuie sur point virgule et pas sur entrée pour avoir les autres solutions. Donc Chloé, Colin, Colin, Chloé, Chic, Alice, Alice, Chic, Clémentine, Joël, Joël, Clémentine, Clémentine, Noël, Noël, Clémentine. Alors là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que chaque couple est donné 2 fois. Ce qui est logique par rapport au fait que, en fait, quand on cherche à savoir si x, y, c'est un couple de valeurs x, y est dans le couple, justement, si deux valeurs x, y sont dans le couple, on teste d'abord m de x, y et on teste ensuite m de y, x. Mais comme on cherche toutes les façons possibles, comme Prolog va chercher toutes les options possibles,
Si par exemple, il est sur x égale Chloé et y égale Colin, il va d'abord tester si m de Chloé Colin, puis ensuite si m de Colin Chloé. Ça, c'est la première manière qu'il a de vérifier que ça marche pour ce couple de valeurs. Mais il va aussi tester de commencer par M Colin Chloé, puis après de tester M Chloé Colin. Et donc ça va être une deuxième possibilité en réalité. C'est pour ça qu'on affiche les couples deux fois. Alors pour rendre cette argumentation un tout petit peu plus claire, pour essayer d'illustrer ce qui se passe au cours de l'exécution d'une requête prologue, notamment avec des prédicats définis par des règles, et non pas uniquement définis par des faits, on va ajouter un petit bout de code. Donc on va ouvrir un autre fichier, on va faire edit. Alors, on va faire edit d'un fichier qui s'appelle trace, voilà, que je mets à l'instant. Alors le fichier qui s'appelle trace, c'est simple, on va le copier entièrement et on va pas regarder son code plus que ça parce que c'est pas très compliqué, mais c'est pas non plus très très simple. Alors je sélectionne tout le code, voilà, je fais edit copy et je vais ajouter ce code dans lien.pl à la fin, à la toute fin. Voilà, on ne regardera pas ce code, mais il va être à l'intérieur. Alors on va sauvegarder et on va fermer Prolog et le relancer pour être sûr qu'on a bien tout pris en considération les modifications qui ont été faites. Voilà, donc hop, je réinstalle mon... Ouais, je vérifie que j'ai bien mon nouveau code que j'ai ici. Ok. Je vais donc consulter le fichier lien.pl avec ce nouveau code. Voilà. Et là, je vais modifier la définition de couple avec un prédicat que j'ai ajouté ici qui s'appelle callTrace. callTrace, ça va faire quoi? Ça va prendre un atome en paramètre. Donc par exemple, ça va prendre cet atome-là, x différent de y, ou bien cet atome-là, m de xy, ou bien m de yx, et ça va faire un affichage de l'appel en question. Ce qui fait que si jamais x n'est pas associé à une valeur, alors on aura un nom de variable. Et par contre, si on a déjà découvert une valeur pour x, on aura la valeur qui a été découverte. Donc il suffit juste de mettre un call trace et d'encapsuler tous les appels avec ce call trace. Et ça va nous permettre de faire une trace. Alors il y a des moyens, il y a un debugger hein, dans SWI. Le problème du debugger, c'est que il nous permet de visualiser ce qui se passe en temps réel, mais pas d'avoir la trace complète. C'est pour ça que je vous propose ce prédicat callTrace qui permet de faire une trace et puis de pas tout, enfin voilà, de faire une trace de ce qui se passe en choisissant les atomes qu'on veut afficher. Après, on doit aussi probablement pouvoir le faire avec le debugger, mais c'est pas extrêmement facile. L'usage du debugger dans SWI, c'est comme tous les debuggers, hein, il faut quand même bien connaître. Donc on va pas aller jusque là. Donc précédemment, on avait la requête de couple. Là, on va l'appeler avec callTrace aussi. Alors, là j'ai un petit bug. Alors on va relancer SWI Prolog. Ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas ce qui se passe précisément, mais donc on va faire ça. Voilà. Donc là, on a la première trace avec tous les appels qui se font. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'on voit
on voit que quand on veut exécuter la requête couple de xy, donc c'est la requête couple avec deux numéros de variables. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Prolog en interne remplace les noms des variables que nous on a choisis et qui ont potentiellement une signification pour nous, pour les programmeurs, par des numéros. Donc x en fait a été numéroté 4032 avec un souligné devant, et y a été numéroté 4034. Donc l'appel couple 4032-4034, donc xy, premier, on veut savoir si ça c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a 3 points d'interrogation. Ça passe d'abord par vérifier si 4032 est différent de 4034. En fait, différent, mais différent au niveau des valeurs qui instancient ces variables-là, pas au niveau des variables elles-mêmes. Les variables elles-mêmes sont forcément différentes, mais les valeurs qui instancient, la question c'est est-ce que ces valeurs-là sont différentes? Le problème c'est que à ce moment-là de l'exécution, on a des variables, mais on n'a pas encore instancié ces variables. On n'a trouvé aucune valeur pour instancier ces variables. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en fait, là, je m'aperçois que je viens de vous dire une bêtise, parce qu'en réalité, l'étape d'après nous dit oui, 4032 est bien différent syntaxiquement de 4034. Donc, il n'a pas eu besoin d'être instancié par une valeur, alors probablement qu'il a pris juste, il a juste regardé ce qu'il y avait, enfin, quelles étaient les variables, est-ce que c'était pas la même variable, auquel cas il a comparé les numéros et 4032 est bien différent de 4034. Du coup, là, on s'aperçoit qu'en réalité, notre programme, il n'est pas forcément, il faudrait plutôt faire ce test-là après avoir éventuellement trouvé x et y, tel que xmy et tel que ymx. Alors on va s'arrêter là. Du coup, on va reprendre notre programme et on va échanger la ligne de code. Ça sera probablement plus parlant. Donc on est dans couple et cette ligne de code là, on va la mettre non pas en deuxième mais en dernier. Voilà, pour tester. Du coup, on peut faire éventuellement la même chose avec le ami commun et probablement que ça serait bien de faire la même chose après aussi avec Relay. On le fera plus tard. Voilà, donc là, on va sauvegarder. On va tout fermer et tout relancer puisqu'apparemment, ça pose problème avec ma variable globale. On va faire consulte de lien. On reprend la dernière requête. Voilà. Alors là, donc, on revient, il a gardé les mêmes numéros de variables, 4032 et 4034 pour xy. Donc pour tester, pour avoir une réponse à cette question-là, est-ce que 4032 est en couple avec 4034? Est-ce que x est en couple avec y? Et quelles sont les valeurs qui vérifient ça? La première étape, si on reprend le code ici, la première étape, c'est de tester si on a si x aime y. Si on trouve un couple x, y tel que x aime y. Donc c'est pour ça qu'on a comme sous-requête cet atome-là. Est-ce que 4032 aime 4034? Est-ce qu'il existe des valeurs pour 4032 et 4034 telles que m de ces deux valeurs? Alors la première valeur qu'on trouve, c'est m de Isis Nicolas. Si on regarde bien, en fait c'est la première valeur, c'est le premier fait avec m. Donc on prend le premier fait parce que ça répond à la requête précédente m xy. On prend le premier fait. Donc ça c'est bien. Après, du coup, j'ai donné une valeur 4032, ça va être Isis, et 4034, ça va être Nicolas. Et donc je passe à ma deuxième partie de ma requête. Est-ce que maintenant m de yx? Sauf que maintenant j'ai plus y et x, mais j'ai une valeur pour y et pour x, puisque j'ai affecté Nicolas à 4034, donc à y, et Isis à x.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester directement non plus M de YX, mais M de Nicolas Isis. C'est pour ça que j'ai la question ici, est-ce que j'ai M de Nicolas Isis? Parce que je dois vérifier cette partie-là pour avoir un couple, un couple, enfin, au sens de la définition du prédicat couple. Or, Nicolas n'aime pas Isis, puisqu'il n'est pas dans la liste des faits avec M. Donc, échec. Ça, c'est faux. Je n'ai pas M, Nicolas, Isis. Donc, échec. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une recherche arborescente de toutes les possibilités. On est dans l'arbre de toutes les possibilités. Donc, on va remonter dans l'arbre. On va revenir au dernier moment où on a eu un choix, où on sait qu'on a potentiellement d'autres possibilités qu'on n'a pas encore envisagées. Et ce choix-là, c'est quoi? C'est par rapport à la question est-ce que il existe un couple XY ou 4032-4034 tel que M de XY? On avait vu qu'on avait pris M Isis Nicolas, mais en fait, il y a encore tous ces faits-là qui répondent à la requête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le deuxième, M Chloé Colin, et ça va nous donner une nouvelle réponse, en sachant qu'on en a d'autres encore après à tester, si jamais avec celle-là ça ne marche pas. Et puis même si ça marche avec ce couple-là, on en aura d'autres à tester. Donc deuxième réponse, par rapport à la requête M4032-4034, c'est oui, on a trouvé un couple XY, c'est Chloé Colin. Encore une fois, X devient Chloé, Y devient Colin. Donc maintenant, on repasse à cet atome-là, et on inverse Chloé et Colin, donc on va se poser la question, est-ce que M, Colin, Chloé? Et là, alors là, ça marche bien parce qu'on a M, Chloé, Colin, et juste après, on a M, Colin, Chloé. Donc c'est bon. Cette question-là, elle est OK, elle a comme réponse M, Colin, Chloé. Et du coup, on peut passer à la suite de la requête qui est de tester est-ce que X est différent de Y. Ici, X, c'est Chloé, et Y, c'est Colin. On a bien donc, question, est-ce que Chloé est bien différent syntaxiquement de Colin? Bah oui, c'est pas la même chaîne de caractères, voilà, c'est pas la même constante, donc on a bien Chloé différent de Colin. Et là, on a validé en fait la première partie de la définition de couple, la deuxième partie et la troisième partie. Donc globalement, X et Y, pour X égale Chloé et Y égale Colin, ça marche pour couple. C'est pour ça que là, on a une réponse ici, et que du coup, le prologue s'arrête, puisqu'il vient de trouver une réponse à la requête de base, hein, qui est celle-ci, qui est la même que celle-ci. Et donc, il affiche la réponse tout de suite. Et il laisse en suspens en demandant implicitement, est-ce que je continue à examiner les autres possibilités? Alors, les autres possibilités, ben, ça serait quoi? On a examiné, première possibilité à la question qui aime qui? On avait Isis Nicolas, mais on a vu que ça ne marchait pas parce qu'on n'avait pas Nicolas Isis. On a Chloé Colin, et on a vu que ça marchait bien. Ben, le troisième à tester, qu'on n'a pas encore testé, c'est Colin Chloé, cette fois-ci dans l'autre sens. Donc si j'appuie sur point virgule là maintenant, je vais revenir au dernier endroit où j'ai encore des possibilités à examiner, c'est-à-dire où j'ai encore des réponses à examiner, c'est-à-dire pour M de 4032-4034, j'ai encore un certain nombre de faits, là, tous ces faits qui sont ici, à examiner. Donc le troisième que j'examine, c'est M Colin Chloé, c'est celui-là. Donc là, j'ai bien M Colin Chloé. Maintenant, je passe, donc j'ai une réponse à la première partie de ma requête. Je passe à la deuxième partie de ma requête. Donc cette fois-ci, X c'est Colin et Y c'est Chloé, alors que tout à l'heure c'était le contraire. Donc maintenant, je vais chercher à savoir si j'ai M de YX, c'est-à-dire M de Colin, de Chloé, pardon, Colin. C'est pour ça que j'ai cette question-là. Or, dans la liste de M de mes faits avec le prédicat M, j'ai bien M, Chloé, Colin. Même s'il est avant, peu importe, ça marche. Il est bien véridique. Donc, c'est bien une réponse. Et du coup, je peux passer à la troisième partie. Est-ce que X qui vaut Colin est bien différent syntaxiquement de Y qui vaut Chloé? Donc est-ce que Colin est différent de Chloé? Bah oui, c'est pas la même constante, donc on a bien Colin différent de Chloé. Et donc on obtient une nouvelle solution à notre problème qui est Colin-Chloé. C'est là qu'on voit bien que c'est la même solution que précédemment, sauf que c'est pas tout à fait la même parce qu'ils sont pas dans le même ordre. D'accord? Mais effectivement,
celui qui pose la requête, implicitement, c'est la même solution, sauf que pour la machine, c'est pas la même solution. C'est pour ça qu'on la trouve deux fois en réalité. Et voilà, donc si on revient maintenant au dernier point où on a encore des possibilités, c'est toujours pareil, c'est la réponse à cette sous-requête, trouve-moi tous les x et y tels que m de xy. On a fait, on a testé avec le premier, pas de réponse, avec le deuxième, une réponse, avec le troisième, une réponse, la réponse inversée de la précédente, et puis on va faire ça pour toutes les réponses. Voilà, donc si jamais j'appuie, on va pas tout détailler là maintenant, normalement le principe doit vous apparaître clair. Donc là, on va trouver Chic et Alice. Après Alice et Chic, etc. Et à chaque fois, on va avoir le même genre de réponse. Voilà, et parfois, ça ne marchera pas. Et puis parfois, ça marchera. Par exemple, Clémentine et Citroën, bah, ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas en retour Citroën aime Clémentine. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a en fait, on est en train d'examiner un arbre de possibilités et que on a des branches qui ne mènent à rien, à l'échec, et puis on a des branches qui arrivent à une solution de la requête d'origine et qu'à ce moment-là, eh bien, cette solution-là est affichée par Prolog. C'est vraiment une sorte de recherche arborescente, même si le terme a une signification potentiellement un peu différente, mais là, on est quand même dans un espace qui est arborescent et on va chercher des solutions. Et on comprend mieux pourquoi on peut avoir deux fois la même solution, même si en réalité, ce n'est pas tout à fait la même, vu que l'ordre est différent. Voilà. Alors on pourrait effectivement, comme c'est indiqué dans le sujet, on pourrait éviter en utilisant ce qu'on appelle la coupe, ou le cut en anglais, un mécanisme qui permet en fait, de délaguer des branches de l'arbre de recherche. Si je reviens sur l'arbre qui est ici affiché, le cut nous permettrait de ne plus envisager un certain nombre de branches à partir du moment où on a trouvé une solution. Mais c'est pas obligatoire d'utiliser ce système de coupe. Et puis pour le moment, c'est pas non plus pour une introduction au prologue, c'est pas obligatoire de voir ça, mais ça existe. Alors là, on voit aussi dans cette évaluation que Prolog évalue les conditions dans l'ordre dans lesquelles elles sont écrites. C'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure j'ai changé un peu le code, c'est-à-dire que j'ai mis cet atome-là à la fin, parce qu'il le testait au début vu qu'il était en premier dans l'ensemble des atomes qui définissent couple. Et on voit aussi qu'un autre ordre qui compte, c'est l'ordre des faits, puisqu'on a examiné d'abord M. Isis Nicolas, puis on a examiné Colin Chloé, Chloé Colin d'abord, puis Colin Chloé, etc. Donc là, il y a plusieurs ordres qui comptent. Et donc ça, c'est important dans la mesure où, du coup, alors là, on n'est plus dans de la programmation déclarative. Une programmation qui serait complètement déclarative nous permettrait d'avoir le même résultat sans tenir compte de l'ordre. Sauf qu'en réalité, il y a un moment donné, à partir du moment où on a plusieurs réponses, ben, il faut bien et qu'on ne peut pas les calculer toutes en même temps. Il faut bien qu'il y en ait une première qui s'affiche, puis une deuxième, etc. C'est bon. Il y a forcément à un moment donné un aspect un peu impératif qui va jouer, c'est-à-dire que la manière avec laquelle vous allez écrire votre code va avoir une certaine influence sur le résultat ou au moins sur l'affichage du résultat. Alors il peut aussi, et ça c'est la deuxième remarque du sujet, il est possible aussi qu'en fonction de la manière dont les règles sont écrites, l'évaluation soit plus ou moins efficace, prenne plus ou moins de temps, voire puisse ne pas fonctionner du tout. En réalité, Prolog est basé sur un schéma algorithmique qui n'est pas un algorithme.
C'est ce qu'on appelle la SLD résolution. Et c'est c'est uniquement un semi-algorithme dans le sens où certains programmes vont faire boucler l'algorithme. C'est-à-dire qu'il va tourner à l'infini. On peut le comprendre très bien en regardant, en ayant en tête cette arborescence d'appels et en ayant en tête un prédicat du genre, par exemple, le prédicat test. Si on a test de xy est défini comme, par exemple, ami de xz et test de zy, typiquement ici, et si on n'a rien d'autre, si jamais j'écris la requête test, alors j'ai pas sauvegardé, j'ai pas rechargé, donc ça marchera pas, mais si j'écrivais cette requête test de xy, vu que mon prédicat test il est récursif, d'accord, et là il y a un appel récursif puisque test s'appelle lui-même, et bien dans ce cas de figure là, sachant qu'il n'y a rien d'autre, mon appel à test de xy va générer un appel à test de zy avec une nouvelle variable ici inconnue, qui lui-même va générer un appel récursif à test d'une autre variable y, qui lui-même va générer un appel, etc., etc. Et ça va jamais finir. Et en fait, on rentre dans une branche ici. C'est comme si on rentrait dans une branche ici qui ne se terminait jamais, en fait. Parce que c'est exactement ça, en réalité, qui se passe. Donc, ça, c'est un des points importants à bien comprendre, c'est que si on ne fait pas attention à comment on programme, notamment quand on programme avec, en fait uniquement quand on programme avec des prédicats récursifs, on peut faire boucler le programme et donc faire en sorte, enfin, ne jamais obtenir de réponse. Donc ça, c'est important de le dire. Alors maintenant, on peut aussi passer à une autre requête, un autre exemple. Par exemple, déterminer si des personnes ont des amis en commun. Alors, donc je vais copier-coller la requête. Alors, il faut enlever le... Je pense que là, ça ne marchera pas. Voilà, il y a une syntaxe erreur. L'erreur de syntaxe, c'est l'espace après la fin du prédicat et avant la parenthèse. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le tiret. On va mettre un souligné. Parce que c'est peut-être ça. Ouais, il a l'air de prendre le souligné comme un... Bon, il faut de toute façon pas qu'il y ait d'espace après le prédicat. On va reprendre une ancienne requête, par exemple celle-là. Voilà, ici, on a mis un espace et elle ne marche pas. Mais pour ami commun, c'est parce qu'il y a un tiret, je pense, le tiret qui est ici est considéré comme un opérateur. Donc on le transforme en souligné. On va sauvegarder. Je vais recharger en espérant que ça fonctionne. Voilà. Si maintenant je fais ami commun, donc j'enlève l'espace et je mets le tiret. Voilà. Là, ça fonctionne. Donc ami commun, il faut que x soit l'ami de z. Alors on met ami de xz ou ami de zx, de toute façon c'est symétrique. Pareil pour z et y. Mais bon, là on voit bien que z est un ami commun à xy, parce qu'il est l'ami de x et l'ami de y. Et on n'oublie pas de dire que les trois personnes doivent être différentes, pour éviter d'avoir plusieurs fois la même personne dans le résultat. Voilà. Alors on peut aussi savoir, en fonction de la requête, si une personne est l'ami commun de deux autres, et de savoir de qui. Par exemple, maintenant, c'est comme si on inversait en quelque sorte la requête. Si jamais on veut savoir de qui Jacques Mort est-il l'ami commun,
quel couple de personnes, donc on met X et Y comme ça. Et là, eh ben, on aura un autre résultat. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que c'est en fait très puissant parce que ça veut dire qu'avec une même syntaxe, en changeant la position de x, enfin la position des variables, la position des inconnus, on obtient des résultats différents qui sont a priori cohérents, qui sont cohérents quoi, par rapport aux faits et aux règles qu'on a. Si on avait à programmer ça avec un langage impératif, bah, ça serait compliqué, ça nous prendrait beaucoup de temps. Ce qui est normal, vu que en fait, ici, on se contente de nos requêtes, c'est utilise en fait le raisonnement générique de Prolog qui lui est pas trivial, quoi. Il a été implémenté, optimisé, etc. Donc on, on programme avec, c'est comme si on programmait avec une grosse bibliothèque déjà programmée, quoi. Mais qui fait du raisonnement, qui nous permet d'écrire, enfin voilà, de faire un programme sans avoir juste en décrivant ce qu'on veut, quoi, en décrivant le résultat. Voilà, et donc, bah, du coup, là, on a vu les bases, en fait, du prologue, notamment l'aspect un peu arborescent. Et maintenant, on va voir dans la suite, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on fait pour utiliser des listes. Les listes étant finalement le point central pour pouvoir stocker plusieurs valeurs dans une même variable en particulier et pour pouvoir donc créer toutes les structures de données qu'on souhaite, des piles, des fils, etc.